Geoffrey, merci de me retrouver pour cette nouvelle émission du Data Sommelier. Alors évidemment, dans la data, on s'intéresse beaucoup à l'open source. Et donc, j'ai fait mes premières découvertes de produits incroyables open source au travers de cette émission, hein, notamment une émission que j'ai faite récemment avec Florian Caringi sur le TOSIT, qui s'intéresse aussi lui-même de près à l'open source et comment les entreprises françaises utilisent l'open source. Et puis, je m'étais mis dans ma to-do list depuis longtemps de voir ce que faisait data.gouv. J'ai l'impression que c'est un univers incroyable. J'ai découvert un tout petit bout de data.gouv au travers d'une présentation de Grist, qui est un tableur slash base de données qui est utilisé dans certains services de la DINUM. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. On n'aura évidemment pas le temps de tout couvrir aujourd'hui, mais on est là pour faire un petit zoom, un petit aperçu de ce qui se passe à la DINUM et côté open source et data. Voilà, en tout cas, welcome Merci. parmi nous. Merci Stéphane. Eh ben, écoute, je te laisse peut-être te présenter dans un premier temps, parce que Mmh. très honnêtement, moi, je ne connais pas du tout les arcanes ce qu'il y a sous le capot de la DINUM et puis de DataGouv en général. Ouais, avec plaisir. Déjà merci beaucoup pour l'accueil. Je m'appelle Geoffrey Aldebert, je travaille à la DINUM. Alors la DINUM, ça veut dire, Direction interministérielle du numérique, donc c'est une direction de l'État. C'est un service qui dépend, du Premier ministre, il dépend du Premier ministre parce qu'il est, placé en interministériel, c'est-à-dire qu'il va, s'occuper de problématiques qui concernent plusieurs ministères ou plusieurs administrations. Et donc, nous, notre expertise côté direction internationale du numérique, c'est le numérique et la donnée. Et donc, moi, je suis responsable du pôle données au sein de la direction interministérielle du numérique. Et donc, à ce titre, j'opère un certain nombre de produits data que je vais pouvoir vous présenter rapidement dans cette présentation, qui visent à favoriser l'accès à la donnée publique, à la fois pour la société civile, pour le tissu économique, pour les entreprises, pour qu'ils puissent avoir accès aussi à de la donnée publique, parce que dans l'activité économique, c'est intéressant d'avoir accès à, par exemple, des grandes bases de données qui sont manipulées par l'État, comme la base de données des entreprises, le code officiel géographique avec la liste des communes, voilà, plein de données, mais également pour l'administration, c'est-à-dire que l'État est lui-même réutilisateur de ces données publiques. Et donc, pour ça, en fait, on travaille sur le fait de maintenir et de faire évoluer un certain nombre de produits autour de l'ouverture et la circulation des données. D'accord, bon, très clair. Alors, je switch sur ton partage d'écran et OK? voilà, et on se propose en fait de naviguer un petit peu dans les différents services et découvrir au fur et à mesure. Alors, je précise que l'émission, elle n'est pas préparée dans le sens où je découvre en même temps euh, que ceux qui vont voir cette présentation, je découvre en même temps. Et donc, voilà, si j'ai une petite question, de manière N'hésite ad pas. hoc, je te la poserai. Ça Ouais, marche. pas de problème. Je vais commencer un petit peu par les principes qui nous animent au sein de la DINUM. En fait, on dispose en France, on a la chance de disposer d'un cadre réglementaire et légal qui impose l'ouverture des données publiques en libre accès et en libre réutilisation des données à partir du moment où la donnée publique qui est manipulée par une administration ne comporte pas de secret. Donc ça, D'accord. c'est tout ce qu'on appelle le mouvement de l'open data en général. Et du coup, donc, on est notamment cadré par la loi Le Maire de 2016, qui en fait impose aux administrations de publier par défaut l'ensemble de ces bases de données. Alors c'est un long parcours parce qu'en fait les administrations peuvent avoir des difficultés à le faire, donc ça peut être des problématiques techniques, toutes sortes de types de problématiques. Et donc nous, côté d'INUM, on accompagne l'interministériel pour essayer de améliorer l'open data, d'avoir de nouvelles bases de données qui sortent et qui sont publiées de manière régulière. Et D'accord. donc, pour ça, en fait, on a un chemin un peu qu'on veut adresser pour pouvoir répondre à une personne. Ça peut être toi, Stéphane, un citoyen légitime qui cherche une donnée publique, ou ça peut être une entreprise, une association, un chercheur, un agent de l'État, par exemple. D'abord, en fait, on a des actions autour de l'inventaire. Donc, est-ce que d'être capable de pouvoir répondre à un utilisateur si on peut lui dire est-ce que la donnée existe ou pas. Et donc, Ouais. si elle n'existe pas, elle n'est pas visible, d'avoir un canal où il peut échanger avec l'administration
pour essayer de voir si on peut essayer de la récupérer, si elle peut être mise à disposition, etc. Une fois D'accord. que cette partie inventaire-là, elle est passée, on passe plutôt sur la partie ouverture. Et donc là, la donnée, elle est en libre accès, donc on n'a pas forcément besoin d'avoir une interaction avec l'administration. On a un portail qui est le portail data.gouv.fr, qui est le portail national, le catalogue national de toutes les données publiques en France, qui du coup est disponible. Et quand on est sur de la donnée open data, un utilisateur, il n'a pas besoin de se créer de compte, il se connecte sur data.gouv.fr et il va aller chercher une donnée, il va pouvoir la télécharger directement et l'utiliser comme il le souhaite. Après, on a certains types de données qui portent des secrets. Et donc, dans ces secrets-là, en fait, on a donc aussi des cadres légaux qui encadrent un petit peu l'accès à ces secrets et l'accès à ces données restreintes. Et donc, on met en place des conditions d'accès à certaines bases de données. Et enfin, une fois que ces conditions d'accès sont respectées, c'est-à-dire que voilà, dans par exemple une administration qui a besoin de manipuler les données du quotient familial des particuliers, par exemple une commune qui veut faire de la tarification sociale et solidaire dans son territoire, elle a besoin d'avoir une habilitation à cette donnée. Donc on a des outils qui les aident et qui les accompagnent là-dessus. Et après, une fois que cette habilitation elle est accordée, il y a différents types de récupération de la donnée qui vont être disponibles. Donc, ça peut être par API ou par fichier, voilà, à différents types de modalités. Donc, tout ce D'accord. parcours-là, en fait, on peut s'arrêter dès le deuxième item, par exemple, pour certaines données où la donnée, elle est disponible. Aujourd'hui, si on veut avoir la liste de toutes les entreprises françaises, bah, en 3 clics, on l'obtient facilement sur data.gouv. Par Ouais. contre, quand on va avoir besoin d'accès à une donnée plus restreinte, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Le portail, il est disponible depuis combien de temps? J'imagine qu'il Alors, y a des mois ou des années d'expérience derrière tout c'est ça, des hein? années, ouais. Du coup, la première version du portail date de 2012-2013, donc ça a déjà plus de 10 ans. Donc il a Ouais, 12 d'accord. ans. Après, le portail a beaucoup évolué à travers le temps. Mais dès le début, donc dès depuis il y a 10 ans, donc moi j'y étais pas, parce que c'était mes ancêtres à la DINUM, qui du coup ont délibérément orienté le portail comme un portail communautaire. C'est-à-dire que je vais vous le présenter, bah, je peux aller directement dessus par exemple. Donc ça, c'est le portail data.gouv et en fait, on va retrouver sur le portail data.gouv un certain nombre de données. Donc là, on a mis des données qui sont populaires en avant, par exemple. Donc, par exemple, toutes les transactions immobilières en France. Donc, quand toi, tu vas acheter un appartement ou une maison ou que tu veux acheter, bah, tu peux voir un peu le marché avec les données basiques que tu peux récupérer, faire des analyses dessus pour voir si je sais pas, la proposition que tu fais est alignée avec le marché. Et donc, on va avoir des jeux de données qui ressemblent à ça. Donc là, on a une page avec une description et du coup, on va avoir des fichiers. Et en fait, là, on a les valeurs foncières de 2025 au premier semestre que je peux télécharger et en direct, bah voilà, je télécharge la donnée. Et donc là, c'est de la donnée, donc il faut être un peu capable de la manipuler parce que c'est de la donnée plutôt à destination de public averti sur la manipulation des données. Donc, les data scientists, les data journalistes, les data analystes, voilà, Ouais. des profils un peu techniques. Mais après, on essaye aussi, quand on peut le faire, de proposer des explorations de la donnée accessibles à tous pour que chacun puisse le voir. Et donc, par exemple, pour ces données d'immobilier, on a une application qui s'appelle Explore DataGouv/immobilier qui va nous donner une carte du territoire avec un peu les points chauds où les valeurs de l'immobilier se trouvent le plus grand. Et du coup, voilà, on va pouvoir zoomer dans un département, dans une ville. Donc là, par exemple, je zoome sur Le Mans et j'ai à disposition l'ensemble des parcelles où il y a eu des mutations immobilières. Et là, je vois que, par exemple, il y a une vente qui a été faite à 2 800 000 euros sur cette parcelle-là. Et donc ça, D'accord. c'est de la donnée complètement ouverte et complètement en open data que chacun peut utiliser. Donc là, c'est un outil grand public que les gens peuvent s'en saisir et manipuler les données. Mais si on veut faire de la data dessus, proposer un service, développer une application, développer un business autour de ces données-là, c'est aussi possible en allant directement sur bah, la partie que je vous montrais, sur la partie DataGouv directement, quoi. D'accord. Donc Donc, là, c'est donc, incroyable. Bon, ouais. c'est un développement interne maison, c'est ça, le système de cartographie? Oui, tout à Est-ce fait. que tous les jeux de données sont accessibles via une API ou ça nécessite parfois une validation de quelqu'un pour dire: «Tiens, je les mets en mode, automation ou accessible via des outils comme ça»?
Alors, bah, du coup, c'est une très bonne question. Donc, en fait, sur les données aujourd'hui, donc, comme je le disais, c'est une plateforme qui est résolument communautaire, c'est-à-dire que on va pouvoir interagir avec les producteurs de données. Donc, ici, on a le ministère de l'économie et des finances qui publie ces données. Et en fait, on a un espace de discussion où on va pouvoir interagir avec les producteurs en disant bah, j'ai un problème, je comprends pas la donnée, etc., etc. Donc D'accord, ça, c'est une volonté communautaire, mais c'est aussi le fait de pouvoir publier de la donnée. Et nous, à partir du moment où c'est de la donnée d'intérêt général qui est publiée, on n'oppose pas de problème et il n'y a pas de souci à ce qu'un particulier, une association publie ces données. Donc on va avoir des journaux, par exemple, si je prends par exemple Libération qui va avoir une organisation et qui publie lui-même des données. ouais, Et donc, une fois que ces données sont publiées, donc là, je peux prendre par exemple j'en avais préparé la base nationale des IVRVE, donc c'est toutes les bornes de recharge pour véhicules électriques en France. Une fois que cette donnée elle est chargée sur DataGouv, donc on peut la charger avec différents formats, mais les formats ouverts sont ceux qui sont préconisés. Donc par exemple le CSV est un format qui est préconisé. On va avoir la possibilité automatiquement, donc nous dans notre infrastructure, de transformer ce CSV en une API. Et en fait, le fait de transformer ce CSV en API bah, nous permet de faire plein de choses, nous permet d'avoir un aperçu de la donnée directe. Donc là, voilà, on a les données en direct avec de la pagination. Et ici, on voit qu'on a un onglet Swagger qui, en fait, indique comment je peux requêter cette donnée et que je peux construire éventuellement une application par-dessus. Et d'accord. donc, basé là-dessus, nous, on a construit des services en plus de visualisation. Donc, c'est ce que je montrais sur la partie aperçu. Donc, on va pouvoir voir les données et voir à quoi ça ressemble avant de les télécharger. Et pour certaines données, on est capable de détecter un certain nombre de types. Donc, par exemple, sur ce jeu de données, on a des longitudes et des latitudes, on voit ici. Et ben, en fait, ça nous permet de comprendre que la donnée est une donnée géographique et donc de pouvoir utiliser et tracer une carte. Et donc là, on voit la liste de toutes les bornes de recharge pour véhicules électriques en France qui sont disponibles avec le détail des données brutes. Donc D'accord. là, on est plutôt sur un mode de prévisualisation automatique, tandis que ce que je montrais tout à l'heure sur la base immobilier, c'est vraiment un développement custom qui a été fait pour penser grand public et pouvoir accéder à un écosystème de données autour de la transaction immobilière qui est intéressant pour les utilisateurs. D'accord. Alors là, j'imagine qu'il y a un écosystème, assez important parce que qui publie la donnée? Il faut en fait, un certain niveau de compétence pour la publier et puis publier la bonne donnée. Est-ce qu'il y a des circuits de validation? Qui contrôle la donnée ou, comment ça se fait? C'est des subscriptions, c'est des abonnements, les gens collaborent naturellement ou, il y a quand même des guidelines, je suppose? Alors, bah, du coup, c'est assez libre et c'est volontaire que ça soit assez libre qu'on puisse publier la donnée qu'on souhaite sur data.gouv. Par contre, on va avoir ce qu'on appelle des scores de qualité qui vont être associés aux données. Donc, c'est un peu là le petit icône que vous voyez en vert. Donc là, on voit des jeux de données qu'on met en avant qui ont un bon score de qualité. Donc, on va calculer automatiquement des scores sur, donc là, c'est par exemple, si je vais sur données de valeur frontière, je vais voir des qualités de métadonnées avec des conditions, est-ce qu'elles sont remplies ou pas, est-ce que j'ai une licence de réutilisation qui est indiquée, est-ce que j'ai documenté mon fichier, etc. Et après, en interne, donc je vais plutôt parler de l'administration. En administration, effectivement, il y a les services des administrations qui sont organisés pour produire de la donnée de la meilleure qualité possible. Et en fait, bah, tous les outils qu'on propose peuvent les aider à améliorer la qualité des données qu'ils vont produire. Donc, par exemple, on va voir que le score de qualité n'est pas complet. Donc, l'utilisateur va se dire, ah oui, j'ai pas indiqué la couverture spatiale de mon jeu de données, je vais la rajouter et automatiquement, je vais avoir un jeu de données de meilleure qualité, donc qui va être plus consommé et plus visible de la part de la communauté des réutilisateurs. Donc, en interne, ça se passe comme ça. On a des services du numérique qui sont un petit peu partout dans les différentes administrations. C'est plutôt eux qui sont en charge de publier la donnée, bien sûr, conjointement avec les équipes métiers qui, eux, ont la connaissance métier pour publier la donnée. D'accord, d'accord. Donc là, je vois qu'il y a beaucoup de choses, en libre accès, donc gratuit. Est-ce qu'il y a un autre business model où les données sont revendues ou, Non. monnayées, non? D'accord, Alors, côté public, on ne peut pas revendre de la donnée. Du coup, OK. c'est du coup réglementairement, on ne peut plus le faire. Les redevances sur la donnée ne sont plus permises dans l'État. Par contre, il peut y avoir des services payants, donc des services à valeur ajoutée, qui vont être designés pour proposer un service plus qu'une donnée, et cela peuvent être éventuellement payants. Mais nous, Data.gouv, c'est une plateforme totalement gratuite
qui peut être réutilisé par l'ensemble des citoyens et sans avoir à être payé. C'est un modèle qu'on va garder. C'est quelque chose qui est important aussi dans le milieu de l'open data et dans le domaine de l'open data. D'accord. Alors, tu parlais de transactions immobilières là, tout à l'heure, et je crois savoir qu'il y a aussi un asset base immeuble. Est-ce que ça fait partie des assets livrés par tes services? Donc, le Alors, recensement de tous les immeubles de France. alors ouais, donc ça, ce que tu veux référence, à mon avis, c'est le RNB, donc c'est le référentiel national des bâtiments. Ouais, ça doit être ça. Je pense que c'est de ça dont tu parles. Le RNB, en fait, effectivement, donc on a une équipe qui travaille à la mise à disposition de l'ensemble des bâtiments. Donc, ça se base quand même beaucoup sur le cadastre, notamment parce que les bâtiments sont posés sur une parcelle cadastrale. Mais derrière, en fait, on va accoler un identifiant unique à l'ensemble des bâtiments de France. Et donc ça, c'est un projet qui est conjoint avec plusieurs administrations. Et il y a une équipe dédiée qui pousse à l'utilisation en interne administration de ces données. C'est très important parce qu'il y a aussi un aspect souveraineté un peu derrière tout ça. En fait, on ne souhaite pas que ça soit une entreprise privée qui va créer un nouveau référentiel sur un type d'objet, donc par exemple les bâtiments. Pour imaginer aussi les adresses, d'avoir par exemple une GAFAM qui a son stock d'adresses et qui le publie, qui potentiellement peut le revendre, etc. C'est pour ça aussi qu'on fait un effort sur la mise en open data et le taux de disponibilité et la qualité des données qu'on met à disposition pour qu'on favorise déjà pour nous-mêmes en interne de l'État la réutilisation. C'est-à-dire que quand on a une base des bâtiments, on va essayer que tous les services de l'État, donc c'est quelque chose qui est complexe parce que c'est très étalé, Ouais, mais tous les j'imagine. services de l'État essayent d'utiliser cette base de bâtiments. En tout cas, quand ils manipulent une donnée bâtiment qui ne recrée pas un identifiant à eux, et aussi à l'extérieur, donc les entreprises ou les associations, la société civile, aussi s'emparent de ces bases de données qu'on appelle notamment, donc le référentiel national des bâtiments n'y est pas encore, mais c'est ce qu'on appelle le service public de la donnée de référence. C'est 9 bases de données très importantes sur lesquelles l'État s'engage à mettre à disposition ces données avec un identifiant unique pour que ça soit réutilisé largement en dehors de l'État, mais aussi au sein même de l'État. D'accord. Mais rien que sur ces assets-là de RNB, référentiel national de bâtiment, on peut imaginer plein de cas d'usage. Dans un job précédent, j'étais en charge d'une partie location intelligence, donc savoir Mmh. en fait, enfin connaître la densité de population à certains endroits. On peut se servir de ce genre d'assets pour mieux comprendre, comment dire ça, les endroits d'habitation, en fait, la densité des endroits d'habitation, et Ouais. puis comprendre s'il y a besoin de services additionnels par rapport à cette densité et imaginer une logistique, une supply chain par rapport à des données qu'on peut comprendre de ces assets. C'est ça, et il y a plein d'entreprises qui construisent leur valeur en partie sur de la donnée publique et donc qui construisent, qui partent de données référentielles. Là, récemment, il y a un peu plus d'un an, on a travaillé avec un partenariat fort avec Météo France qui a ouvert de très nombreuses données autour de la météo et du climat. Et donc ça, pareil, il y a énormément dans le tissu économique, c'est énormément utile d'avoir l'historique des températures, de différents paramètres au cours du temps sur les mâts météo de Météo France. Et tout ça, c'est gratuit, réutilisable pour aussi envisager un essor économique du territoire. Ouais, bah, j'imagine, voilà, de nombreux cas d'usage autour de l'agriculture certainement, qui sont, Par vraiment. exemple, ouais. Ouais, Ouais. d'accord, d'accord. Alors derrière ces jeux de données, il y a des applications. On en a vu une sur la partie, géographique. Ouais. Il y a aussi des outils, des solutions, hein. Je mentionnais en introduction Grist, mais il y a Ouais. peut-être un tas de collections d'outils que tu utilises en interne? Du coup, alors Grist, c'est un autre outil. Alors donc voilà, je suis sur cet onglet Grist là. C'est un tableur en ligne qui est également aussi open source, sur lequel en fait l'Adinum investit de manière importante parce qu'en fait on peut s'en servir comme tableur collaboratif en interne entre les agents de l'Adinum pour travailler sur un sujet. Par exemple, notre gestion budgétaire, on l'a fait sur Grist, directement sur ça. Et c'est un tableur qui est assez avancé, sur lequel on peut interagir de manière assez forte. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire si vous avez eu l'habitude d'utiliser d'autres tableurs en ligne. On est un peu dans cette idée-là. Mais par contre, c'est open source. Il y a une API sur laquelle on peut
s'appuyer donc pour irriguer un tableur, pour récupérer de la donnée d'un tableur, etc. Donc, on peut imaginer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc là, peut-être que je peux vous faire une petite démo de l'interaction qu'on peut avoir avec DataGouv. Donc là, je suis sur un nouveau tableur. Je vais ajouter une vue à ma table. Et cette vue-là, en fait, je voudrais remplir les données de DataGouv. Donc là, j'ai déjà. Donc, faut savoir que Grist en fait tourne sur des instances. On a une instance au niveau de l'État. Les collectivités territoriales peuvent avoir accès à une autre instance gérée par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Mais après, c'est open source, donc chaque entreprise peut monter son instance Grist ou faire appel à des entreprises qui éditent aussi l'ensemble d'une suite collaborative dont Grist fait partie. Et D'accord. donc là, je suis sur l'instance de l'État et donc je vais par exemple utiliser le widget DataGouv. Et donc, je vais juste autoriser ce widget à pouvoir accéder à mon document, c'est fait. Et je vais pouvoir récupérer des données de DataGouv. Donc, un autre jeu de données que j'avais préparé, qui est le répertoire national des élus. Donc là, c'est tous les élus français, donc les élus d'arrondissement, municipaux, départementaux, régionaux, etc. Je vais vouloir récupérer ces données automatiquement dans Grist pour pouvoir les manipuler. Et ben, je vais juste copier l'URL de DataGouv. Je vais la coller ici et je vais pouvoir importer. Là, on va me demander quel fichier je veux récupérer. Donc, par exemple, si je veux récupérer les sénateurs, hop, je récupère les sénateurs et automatiquement, comme vous voyez, les données sont remplies avec les noms de tous les sénateurs français dans mon document Grist. Et très vite, donc là, je vais pouvoir supprimer ça parce que j'en ai plus besoin. Très vite, je vais pouvoir jouer avec. Donc, je peux ajouter éventuellement un graphique sur tout ça que je vais pouvoir configurer. Donc là, par exemple, je vais faire un diagramme circulaire sur le sexe. Donc là, je vois femmes, on est à 36% de sénateurs femmes contre 63% hommes. Donc D'accord. voilà, vous voyez l'interaction qu'on peut avoir très vite. Hein. J'ai fait vraiment en direct. Je récupère directement des données de DataGouv que je peux manipuler et je peux utiliser ça comme une base référentielle pour pouvoir, par exemple, faire un autre tableur qui va s'appuyer sur les sénateurs, que sais-je. Enfin, on peut imaginer pas mal de choses autour de Grist, quoi. D'accord. Donc ça, c'est 100% souverain, Et ça, c'est hébergé 100% souverain, ouais. par tes services. Donc, c'est pas mon service directement, mais Ouais. oui, c'est hébergé côté Dinum, ouais, tout à fait. D'accord, d'accord, d'accord. Donc ça, c'est alors, j'avais été très curieux de découvrir Grist. C'est à l'origine un projet américain qui date Oui. des années, 2014, je crois, 2013, Mm. et donc ça a été, complètement intégré, par tes équipes, et Ouais, tout à fait. Alors du coup, donc côté Dinum, donc c'est pas directement dans mes équipes. Il y a une équipe ouais, qui s'appelle la suite collaborative ouais, qui travaille au développement pour les services de l'État d'une suite collaborative donc d'applications par exemple pour gérer de la documentation en ligne, avoir un docs, un pad sur lequel on peut éditer à plusieurs, effectivement un tableur en ligne, des mails, etc. Et ça, ces sujets-là sont effectivement portés en interne côté Dinum et du coup, voilà, utilisé de plus en plus par les agents de l'État. ouais. Alors j'ai découvert ça assez récemment, il y a quelques mois, et je m'étais dit: «Il faut vraiment faire un zoom là-dessus», parce que est-ce qu'il y a un marketing, est-ce qu'il y a l'awareness suffisant pour, faire en sorte que les gens sachent que ça existe? J'ai Heu, en fait, du coup, déjà, nous, côté Dinum, on fait notre pub pour nous-mêmes parce que en fait, la Dinum travaille à opérer des produits aussi pour les agents de l'État. Donc on est ouais. plutôt sur cet aspect-là. Effectivement, pour le grand public, il y a des enjeux, derrière, qui sont portés, mais c'est plutôt à la société civile de s'en saisir, aux entreprises d'utiliser Grist, de proposer des services autour de Grist à, divers interlocuteurs et ça, c'est des choses qui sont, tout à fait possibles mais sur lesquels, en fait, c'est pas vraiment le rôle côté Dinum Ouais. de s'intégrer à Ben, ça, quoi. voilà, c'est aussi un petit peu l'objectif de cette émission, c'est de faire connaître ça. Bon, j'avoue que j'ai été complètement ignorant de plein de choses, et je me suis dit: «Tiens, ça vaut vraiment le coup de faire un zoom là-dessus et d'essayer d'ouvrir les portes et de faire connaître l'ensemble de ces services». Voilà. Bah, je sais pas si tu avais prévu de faire encore un zoom sur, d'autres parties ou, Non, non, pas particulièrement. Je pense qu'on a brossé un petit peu, le l'essentiel de ce qu'est DataGouv. Donc, voilà, c'est un catalogue national qui
héberge les données de l'administration en ouverte, mais également, donc je parlais tout à l'heure de données restreintes. Donc on va avoir aussi des données qui sont en accès restreint. Donc par exemple, là j'ai API impôts particuliers, où en fait, pour pouvoir accéder à cette donnée, donc c'est les impôts des particuliers, en fait il faut être un public éligible. Donc ici, on a le public éligible, on voit que la donnée est D'accord, restreinte. Et quand d'accord. on est comme une collectivité ou administration, on peut démarrer un parcours d'habilitation en indiquant, voilà, je suis une entité administrative et je veux récupérer les données, par exemple, via France Connect. Je fais appel à un éditeur de logiciel, etc. Et je rentre dans un parcours d'habilitation. Je ne vais pas Ouais, forcément d'accord. rentrer dans ce détail-là, mais on a aussi cette partie données restreintes qu'on est en train de mettre parce qu'historiquement, DataGouv était vraiment une plateforme open data, donc qui diffusait vraiment de la donnée open data. Et donc, depuis un peu plus d'un an, on a pour ambition de cataloguer l'ensemble des données publiques, que ce soit ouvertes ou non ouvertes, pour qu'en fait, quelqu'un qui cherche de la donnée publique s'adresse à un seul endroit, qui est data.gouv, et qui a les informations. Donc, si c'est de la donnée restreinte, on va le guider pour lui faire accéder s'il a le droit d'en connaître. Et sinon, si c'est de la donnée ouverte, il peut la télécharger directement et il en fait ce qu'il veut. D'accord, très intéressant. Alors, bon, je ne sais pas si tu pourrais y répondre, mais est-ce qu'il y a des grands chantiers en ligne, une espèce de roadmap dont tu peux Oui, communiquer, quelques éléments ou pas? tout à fait. Du coup, nous, sur DataGouv, on a une page product. Donc ça, c'est tous nos produits que nous opérons dans l'équipe côté data à la Dinum. Donc on a voilà DataGouv pour la plateforme que je vous ai présentée, DataPass pour les habilitations. On a des outils comme par exemple l'annuaire des entreprises. L'annuaire des entreprises, c'est une valorisation du répertoire national Sirène qui est porté par l'INSEE. Et donc on va pouvoir trouver des entreprises voilà, assez facilement avec l'ensemble des données open data qui sont publiées sur l'ensemble des entreprises. Et nous, côté agent public, on a le droit à avoir un accès agent public ou si on est habilité, on va pouvoir voir d'autres données. Donc, par exemple, des données financières, accéder au bilan, etc. Ouais, Donc, en fait, d'accord. on a un certain nombre de produits et donc cette page, elle est publique, on pourra la diffuser. Et cette page, quand on zoome sur un produit particulier, on va avoir accès à la roadmap. Et donc, on a une roadmap qui est également aussi transparente et disponible pour voir un petit peu nos chantiers du moment et comment est-ce qu'on avance sur tout ça. Ouais, super, merci. Bon, je pense qu'il y a certains partenaires, institutionnels, bien connus. Je sais pas, je pense à l'INSEE. L'INSEE, je pense que vous travaillez beaucoup, ensemble, hein? Tout à fait. Du coup, je parlais de l'annuaire des entreprises. L'annuaire des entreprises est basé principalement sur deux registres autour des entreprises. Donc, le registre Sirène, le répertoire Sirène, qui est la base nationale des personnes morales, et également le registre national des entreprises qui est porté par l'INPI. Et du coup, voilà, effectivement, on rassemble dans un même outil tout cela. Et donc, voilà, l'annuaire des entreprises devient l'outil de diffusion grand public des données entreprises du répertoire Sirène pour l'INSEE cette année, par exemple. D'accord. Alors dans ma démarche de faire connaître l'open source et puis, toutes ces initiatives, j'ai prévu aussi de faire un zoom sur la partie INSEE et ce qu'ils font de leur côté. Voilà, ça fera une sorte de catalogue de services, Tout à disponibles. fait. Du coup, on travaille au quotidien. Donc, les données de l'INSEE sont référencées sur data.gouv. Mais après, effectivement, si tu vas à la rencontre des gens de l'INSEE, ils vont pouvoir rentrer en détail sur les Ouais. données qu'ils proposent, en détail et tout ce qu'ils font. Et ça, c'est super riche. L'INSEE, ils font énormément, énormément de choses. Donc, c'est passionnant aussi. Bon, bah, écoute, Geoffrey, merci pour tout ça. J'ai le sentiment qu'on a survolé 0,1 de ce qu'on peut, trouver comme info, derrière ce site. Mais bon, on se fera peut-être un épisode numéro 2 avec, voilà, Ouais, en zoomant. Ouais, un dernier site, si vous allez sur guide.data.gouv.fr, en fait, vous allez trouver plein de guides qui vous, voilà, une foire aux questions, de l'aide pour commencer sur DataGouv, des guides open data, des guides sur l'utilisation des données, le cadre juridique, tout ça est concaténé dans ces guides-là. Donc, n'hésitez pas aussi n'hésite pas toi à aller regarder ou aux spectateurs d'aller voir parce que il y a beaucoup de contenu. Donc, effectivement, on a brossé un panorama assez, assez haut niveau de tout ce qui se passe, mais si on veut rentrer un peu plus dans les détails, c'est un bon endroit pour commencer. bon, génial. De toute façon, je remettrai quelques liens dans les commentaires de la vidéo pour que, voilà, accélérer la prise de connaissance. Mais en tout cas, merci beaucoup, pour ça et puis, bon, ça me donne plein d'idées pour la suite. Peut-être que je t'embêterai, d'ici quelques mois pour faire un épisode numéro 2 à nouveau. Avec plaisir, pas de problème. Bah, écoute, merci pour tout ça. À très Merci bientôt. Stéphane, à bientôt. Au revoir. Au revoir.